Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Critic Man série. Qu'est-ce que j'ai vu depuis un mois et demi. D'ailleurs j'ai fait exprès de laisser couler à peu près 2 semaines en plus pour justement me recaler, pour vous proposer la vidéo de janvier, de février, etc. Au lieu de faire des moitiés de mois, c'est tout un bordel. Il y a que 4 séries mais je vous mets quand même le fameux sommaire interactif dans le descriptif de la vidéo qui vous permet d'aller voir directement la série qui vous intéresse s'il n'y en a qu'une seule. Ouais, j'ai pas oublié. À tout seigneur, tout honneur, on part en France avec la série Hippocrate de Thomas Lilti. C'est la toute première saison, ça vient de débarquer sur Canal+. Nous voilà donc téléportés dans le monde infernal de l'hôpital. Thomas Lilti d'ailleurs qui a sorti un film, j'ai plus le souvenir de son titre, Le Serment d'Hippocrate. Thomas Lilti qui a justement sorti récemment le film Première année, un truc comme ça. Parce qu'il est lui-même médecin et il a envie d'en parler avec de la fiction. Oh, la lumière change, c'est pas très réaliste, alors que justement, c'est une série réaliste. Thomas, il a envie de montrer la réalité de ce que c'est qu'être interne, de débarquer dans un hôpital. C'est Allison qui nous amène dans la série, puisque c'est sa première année, elle débarque dans l'hôpital, elle va tout découvrir, et comme ça, nous, on va découvrir ce microcosme en même temps qu'elle. Et on va surtout se centrer sur un quatuor, puisqu'elle va rencontrer aussi Hugo, Chloé et Arben, qui va rejoindre la petite troupe. J'ai eu la chance de regarder la série en grande partie avec une médecin, donc j'ai pu profiter de son aval, justement, sur le niveau de réalisme, sachant que, bien entendu, il y a quand même des raccourcis sur certaines interventions pour pouvoir faire des scènes un peu dramatiques. Certains examens, opérations qui se font en 2 secondes, alors que normalement, ça nécessiterait beaucoup plus de temps que ça. En tout cas, le plus important, c'est de retranscrire les rapports humains, la façon un petit peu dont fonctionne la hiérarchie, comment fonctionne leur rapport avec les patients et tout ça, visiblement est très réussi. Soit t'as ce plaisir de rentrer, de découvrir ce monde, et donc visiblement, ça représente vraiment ce que vivent les externes, les internes. Encore la preuve d'un renouveau, j'ai l'impression, des séries françaises. Parce qu'on peut avoir peur un peu de ce réalisme français qui est hérité de la nouvelle vague et qui commence à nous saouler depuis longtemps. Et pour autant, ils ont trouvé quand même un bon équilibre, justement avec ce réalisme, amener quand même de la dramaturgie. Donc on suit ça un petit peu comme un thriller, ouais, il crée du suspense à partir de situations très réelles. Par contre, petit bémol sur notamment le personnage de Allison que je trouve pas très réussi. Et moi, on comprend pas trop ses motivations et on s'en fout un petit peu finalement. Ça paraît très secondaire par rapport à tout ce qui peut se passer, soit ce que d'autres personnages vivent de manière humaine, soit par rapport à ce qui se passe, on va dire, sur le plan médical. Des enjeux un petit peu de patients qui sont pas bien, là, il faut les aider, les pauvres. Donc bien sûr, il y a ce fameux modèle de urgence qu'on a tous connu, et je trouve que ça fait du bien justement de retrouver quand même un équilibre un petit peu de situation dramatique, mais en même temps quelque chose de beaucoup plus réaliste et humain. Et là où on peut être content d'être français, aux États-Unis, ils feraient pas comme ça, ils ont besoin d'en faire des caisses. Et au bout d'un moment, ça ressemble plus à rien, quoi. C'est complètement décorrélé de la réalité. Et après, le bureau des légendes, vous voyez, en mode plutôt thriller de géopolitique, et bah là, l'exemple qu'en France, on est capable de faire une série qui soit aussi kiffante à suivre d'un point de vue simplement de dramaturgie, et en même temps de pouvoir raconter des destins de personnes, et puis peut-être des problèmes à l'hôpital, les conditions de travail, etc. Parce que si c'est trop surdramatisé, forcément, ces enjeux-là disparaissent. Je suis désolé, je bafouille beaucoup, et la lumière est dégueulasse. Elle change tout le temps. Prochaine fois, je me filmerai dans le noir, ça sera impeccable. Donc on est sur du 4 étoiles, je vous recommande chaudement cette réussite. Et on attend la saison 2 avec impatience. Ensuite, j'ai regardé La Maison des Bois de René Wheeler et Maurice Pialat, une série qui est sortie en 1971. Il n'y a qu'une seule saison, et nous sommes plongés dans la guerre. La guerre, mais vue d'un point de vue un petit peu plus distancié, puisque nous sommes à la campagne. Et nous suivons notamment une famille qui recueille des gamins, qui sont visiblement placés ici, alors que leurs parents, en tout cas leur mère, puisque leur père est parti généralement à la guerre, la mère reste à Paris, elle place son gamin à la campagne pour qu'il soit plus en sûreté. Putain de merde. Ah, c'est encore pas réaliste, la lumière change, mais pourtant, c'est une série plutôt réaliste. Réaliste, et en même temps, là je parlais du renouveau des séries françaises, puisque donc on est sur une série franco-italienne, principalement française, de par son casting, c'est tourné en français en France, etc. Je parlais donc du renouveau des séries, et là on voit ce que c'était les séries en France à télévision dans les années 70. Ça avait l'air d'être une machine extrêmement lourde, parce que quand on voit la gueule du filmage, franchement, c'est amateur. C'est assez dégueulasse en termes d'usage de la caméra, déjà. Grosso modo, il prévoit, ok, il y a tel personnage, on va jouer dans telle pièce, on pose la caméra là, et puis t'as un opérateur qui va pas noter, qui va zoomer un peu, dézoomer, et c'est tout. La caméra ne bougera jamais pendant toute la scène. Ajoutez à ça des lumières dégueulasses, c'est-à-dire que vous avez des ombres projetées énormes. Sur les murs, par exemple, vous avez quelqu'un qui traverse une cour en pleine journée, en plein après-midi, et vous avez une énorme ombre, parce que vous sentez bien qu'ils ont foutu des lumières de ouf partout, pour éclairer cette scène, mais n'importe comment. Donc t'as des espèces d'ombres irréalistes, c'est dégueulasse. Donc on sent toute la lourdeur de la machinerie, où forcément les moyens techniques n'étaient pas les mêmes, il y avait besoin potentiellement d'éclairer déjà beaucoup en
extérieur pour que l'image soit assez claire. Si j'ai failli oublier autre détail technique dégueulasse, c'est le son. Le son est catastrophique. La copie peut-être que j'ai vue est pas extraordinaire, mais vous avez des scènes où il y a un bar, le mec est en train de gérer les verres, nettoyer, machin. T'as ces bruits à fond et t'entends presque plus les personnages qui parlent. Pareil, dans une salle de jeu, t'as du billard, vous voyez, tout ce genre de bruit d'ambiance qui normalement est mixé assez bas pour qu'on puisse entendre, et ben là, ils couvrent les paroles des personnages, c'est dingue. En gros, c'est pareil, ils ont un micro pour tout, et les mecs perchent, ils font les trucs de manière, entre guillemets, réaliste, c'est-à-dire que le gars, il manipule. Vous voyez, c'est comme si, en même temps, je faisais ça. C'est très agréable. Mais en dehors de tout ce côté ultra vieillot et un peu moche de la télévision française des années 70, il y a une espèce de sensation, de sentimentalisme qui se dégage de ça parce que c'est une chronique énorme en fait. La série elle fait 7 fois 1 heure, quelque chose comme ça. Mais vous avez tout un ensemble de personnages. Vous avez aussi un jeu d'ellipse qui nous permet donc de vivre le tout début de la guerre, vu à distance comme je disais, c'est-à-dire qu'on entend parfois à travers des personnages, on comprend globalement où on en est. Oh la lumière, je suis tellement désolé, je referai plus jamais ça. En Normandie, le temps il change toutes les secondes et voilà. Donc même s'il y a quelque chose d'assez rigide au niveau du jeu aussi, ça fait très vieillot, vous avez quand même aussi une forme de spontanéité, c'est-à-dire qu'on sent que quand il y a des gamins et tout, ils avaient peut-être un texte assez scrupuleux à respecter et donc forcément ça rend les choses un peu artificielles. Et en même temps, on sent qu'il y a des prises où ils laissent un peu tourner le truc, où limite ils vont se marrer parce que ils s'attendent pas à ce qu'il se passe quelque chose. Donc ils saisissent à la fois la vie à travers une famille, à travers plusieurs années et puis des événements majeurs, des enfants qui partent, d'autres qui reviennent, etc. Et en même temps, vu de 2019, j'ai failli dire 2018, ça a capté aussi un peu forcément l'air du temps, qu'une façon de faire, même quand je fais ça la lumière change, une façon de faire de la télé à l'époque, tout ça se mélange et je trouve que ça fait un témoignage assez précieux. Non là faut vraiment que je change mon setting. Ah ça a rechangé, c'est pas réaliste, c'est un peu moche, mais bon au moins ça va plus bouger. Donc la Maison des Bois ça a pas mal de défauts, comme je dis ça a beaucoup vieilli et en même temps il se passe quelque chose. Au fil du temps on s'attache aux personnages, pour le coup il y a une ambiance très particulière on serait incapable de reconstituer maintenant, même à travers les défauts de mise en scène, cette façon de jouer, cette façon de mettre en place, tout simplement de faire une mise en scène, et dans cette espèce de simplicité, parce que mine de rien, comme je disais, on pose la caméra et on va juste pas noter comme ça fait aussi respirer un peu la scène, là, les déplacements des personnages, etc. Et comme c'est une espèce de chronique familiale, finalement c'est presque adapté, ce filmage aussi vieillot soit-il, et c'est pour ça qu'on ressent des émotions très particulières qu'on pourrait pas retrouver dans une autre série. Vous voyez, Hippocrate, c'est très récent, très moderne et en même temps réaliste et un peu chronique puisqu'on suit la vie de 4 personnes et en même temps ça te fait ressentir les choses de manière extrêmement différente. Donc c'est pour ça que si vous êtes curieux, La Maison des Bois, je crois qu'il y a quelques épisodes sur YouTube qui traînent. Si vous avez déjà entendu parler du cinéma de Maurice Pialat, ça peut vous faire tiquer de j'ai peut-être envie d'aller voir ça. Mais je trouve que le plus intéressant c'est que ça se déploie dans la longueur. Moi franchement au bout de 1 ou 2 épisodes, j'étais pas très passionné, je me demandais si j'allais aller au bout et puis finalement je suis content d'avoir tout regardé. Il y a des moments réussis même en termes d'émotion qui justement par cette simplicité ils fonctionnent d'une manière un peu désarmante. Pour un certain nombre de défauts que j'ai signalé, je suis obligé de rester à 3 étoiles, mais c'est quelque chose que je peux vous recommander quand même d'aller tester. Ensuite on bascule dans un tout autre genre avec Samurai Jack, une série d'animation de Genndy Tartakovsky qui est sortie en 2001 et là j'ai regardé la première saison. Genndy Tartakovsky c'est ce génie de l'animation qui a notamment réalisé Clone Wars, ce spin-off ou je sais pas comment on peut appeler ça de Star Wars, mais la série d'animation 2D qui est sortie il me semble en 2005 et qui a réussi le miracle de faire quelque chose de super chouette avec le leg de la prélogie Star Wars épisode 1, 2, 3 de merde qui n'existe pas. Et j'ai fait putain, c'est ça Star Wars. Ils ont réussi à retrouver l'essence du truc en reprenant les personnages, en reprenant un petit peu toute cette mythologie de merde qui avait été créée. Une rythmique, un humour tout simplement. Ça se prenait beaucoup moins au sérieux et je dirais que la meilleure suite de Star Wars c'est peut-être ce fameux Clone Wars. Alors faites attention parce qu'il y a un autre truc qui s'appelle Clone Wars qui est en image de synthèse et il est plus facile à trouver que l'autre, malheureusement. En tout cas, Genndy Tartakovsky, il vient de Samurai Jack. Nous sommes sur un Japon féodal, oui et non, parce qu'en même temps, c'est de la science-fiction. On retrouve en tout cas le génie de l'animation, ça c'est clair et net, notamment parce que c'est une série qui fonctionne sur une narration visuelle. Il y a très peu de dialogue. Je crois même que le tout premier épisode, quasiment la moitié, il n'y a aucun dialogue. C'est une œuvre déjà super belle visuellement, graphiquement, parce que ça reste assez simple, c'est de
une série animée pour la télévision, donc vous voyez c'est pas un long métrage avec des moyens de ouf, et dans des choix de texture, vous voyez, on peut faire des choses très belles et très simples. En tout cas, notre ami Samurai Jack se retrouve aux prises avec le mal absolu incarné par Haku, et il se retrouve projeté dans le futur, parce que Haku c'est un moyen de l'empêcher de l'arrêter. S'il l'envoie dans le futur, lui il peut profiter maintenant, il y a que Samurai Jack qui pourrait l'arrêter. Et donc chaque épisode propose une aventure dans un monde complètement différent, avec des personnages différents, c'est presque de l'anthologie si vous voulez, sauf que tout ça se suit quand même, hein. L'idée pour lui c'est de trouver un moyen de rentrer à son époque pour foutre en l'air Haku et libérer le monde de son joug. Alors c'est très simple, vous voyez, au niveau de l'intrigue, mais il y a ce petit kiff à chaque épisode de se dire, alors qu'est-ce que ça va être comme univers, qu'est-ce que ça va être comme style d'épisode. Alors un coup ça peut être des vikings, un coup ça peut être dans une ville, quelque chose de très urbain. À chaque fois il y a une petite idée, une façon d'affronter ses propres démons, quelque chose d'assez initiatique là-dedans. Et en même temps c'est très fun, c'est comme je disais, il y a pas beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de l'action, du combat, mais ça fourmille d'idées, c'est assez court, je crois que ça fait 3 heures quoi, ça se regarde très vite. Et ben j'ai été complètement pris par cette aventure. C'est assez rare finalement des œuvres comme ça, assez peu bavardes. Moi ça me plaît beaucoup. On est sur du 4 étoiles comme je vous disais, on sent que ça peut aller encore un petit peu plus loin, et je vous la recommande chaudement, ainsi que Clone Wars. Et puis on va se finir avec La Servante écarlate de Bruce Miller, saison 2, qui est sortie en 2018. On continue de vivre avec June, cette pauvre servante maltraitée, qui vit en esclave, tout simplement dans ce nouveau gouvernement Gilead, qui a été créé dans des circonstances encore un peu mystérieuses, en tout cas qui a mis son emprise sur les femmes. Donc on utilise des femmes contre leur gré, hein, c'est ça le problème, pour enfanter de nouveau, puisqu'on a des problèmes de fertilité, et l'humanité est en train de se péter la gueule. Je vais rester vague, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, c'est une très bonne série, je vous ai déjà parlé forcément de la saison 1 que je vous recommandais. Et là il continue, et je trouve la thématique justement liée à la femme se précise, et je trouve que là, avec finalement les mêmes éléments, puisqu'on reste dans la même maison avec les mêmes 3-4 personnages principaux, quand même une batterie d'autres personnages qui naviguent, qui sont pas loin, secondaire plus, et finalement avec les mêmes éléments, et ils arrivent à retrouver des espèces d'espaces, parce que tout est contraint, hein, la vie de toutes ces personnes est extrêmement oppressée, les espaces de vie entre les individus sont très réduits, et justement, ils arrivent à faire respirer, à faire vivre des petites choses dans ces interstices. C'est-à-dire que tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire d'autre là? Et si, on arrive à retrouver des petits éléments. Je trouve qu'ils arrivent bien à jouer sur, on pourrait dire, l'alignement des personnages. Parce que forcément, monde d'oppression, on imagine aussi monde de rébellion au sein de cette oppression. Des gens qui vont d'un côté avoir tellement peur qu'ils vont partir dans une ferveur, dans une espèce de zèle. Leur cerveau a été lavé par une espèce de dogme de merde. Et puis d'autres, eux, qui essayent de se mettre en résistance. Et puis d'autres qui font un petit peu le jeu entre les deux, parce que si t'es trop en résistance, baf, tu te fais dégager, tu ne peux plus rien faire. Bref, je trouve la première partie est vraiment excellente, mais je trouve que la deuxième partie commence à me fatiguer, commence un peu à tourner en rond, ce jeu de je veux bien, je veux pas, on nous met des petites lueurs d'espoir et on les éteint, et on recommence et on rééteint, vous voyez, au bout d'un moment c'est chiant, et ça étire aussi un peu trop certaines scènes, espèce de flottement. Parfois c'est bien, parce que voilà, les gens ont besoin de temps pour changer leurs idées, etc. Et en même temps parfois ça crée, il y a un épisode qui m'a gavé, parce que c'est d'une lenteur exaspérante. Je trouve la réaction du personnage, j'étais là, mais boum, putain, tu me gaves là. Et en même temps ça me faisait un peu décrocher dans le sens où je trouvais par rapport à la situation, à l'enjeu, je trouvais ça pas logique d'être là. C'est pas un moment d'introspection là, c'est un moment d'action, t'es censé tracer et te poser aucune question et bam bam bam. Bref, ça chiale un peu trop aussi, ça c'est quelque chose qui me fatigue au bout d'un moment. Comme je disais tout à l'heure, c'est américain et surdramatise un peu trop au bout d'un moment. Alors oui, les situations sont extrêmes, mais quand même. Heureusement, il y a une espèce de pirouette sur la fin qui est pas mal, si vous voulez, qui donne envie de voir la suite. Pas seulement parce qu'il y a une pirouette, mais parce qu'on se dit, les personnages ont continué à évoluer. Finalement, les antagonistes sont plus intéressants, puisque le personnage principal, son programme est clair, si vous voulez. Ça amène de nouvelles potentielles dynamiques. On se demande comment ça va fonctionner, toute cette histoire. Donc, il y a quelques défauts, ce qui fait que je reste à 4 étoiles, encore une fois. Mais, je vais regarder la saison 3, c'est sûr. Ouais, mais oui, je suis foutu. Donc, encore une fois, on était sur un France-États-Unis, moitié-moitié. Ça représente très bien notre consommation de la culture en France, c'est-à-dire qu'on est, comme le monde entier, sous le joug des États-Unis. Avec leurs millions de dollars, ils peuvent, comme ça, essaimer et répandre leur culture. Mais heureusement, en France, on a quand même cette fameuse exception culturelle, cette petite résistance, où on soutient, où on aime aussi quand même des productions françaises, heureusement. Mais ça me donne d'autant plus envie de faire varier les nationalités de ce que je regarde. Je pense que c'est quelque chose, on a besoin de faire nous-mêmes l'effort de dire, bon, faut que j'arrête de regarder que des putains de trucs américains. Notamment des putains de remakes. Je voyais là des remakes de séries. Je fais, ok, non, j'ai pas envie de regarder le remake américain.
américain, je vais regarder la version originale qui est suédoise, qui est allemande. En tout cas, je remercie bien évidemment les tipeurs. Merci à vous pour ce soutien concret qui me permet de continuer ces aventures. Pour ceux qui connaissent pas aussi, je fais un podcast toutes-les-idées.com où on pioche une contrainte, une thématique, et avec un ami, nous écrivons un film. En une demi-heure, on essaie de trouver une histoire plus ou moins rocambolesque. Vous pouvez la retrouver donc aussi sur cette chaîne Nicubic. Donc on se retrouve bientôt pour le podcast ou pour Critic Man. Ciao tout le monde et bon visionnage. Et voilà, comme d'habitude, au moment où j'appuie, je me souviens que mes lunettes sont dégueulasses. C'est très étrange, il y a un truc psychologique bizarre. On dirait un petit vieux. Je vais finir comme ça, ouais.